Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre première édition de la semaine sur votre chaîne. Tout de suite le menu. Après la victoire des léopards de la RDC face aux crocodiles du Nil du Soudan, un dîner leur a été offert par le chef de l'État le dimanche 10 septembre à la cité de l'OUA. Les secouristes marocains, appuyés par des équipes étrangères, continuent à mener une course contre la montre pour retrouver d'éventuels survivants au séisme qui a fait plus de 2100 morts. Voilà tout pour les menus. Encore une fois, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu dimanche 10 septembre à la cité de l'Organisation de l'Union africaine les léopards de la RDC, conduits par leur capitaine Chancel Mbemba après leur qualification à la Coupe d'Afrique des Nations CAN. C'était autour d'un dîner organisé à leur honneur que le chef de l'État congolais leur a promis une prime présidentielle. Regardez. Une qualification avec manière, c'est ce que le ferry congolais du ballon rond attendait et c'est fait. 2 buts de Théo Bongonda et Fiston Mayele ont mis en liesse la RD Congo dans son ensemble et en particulier les présidents de la République qui a daigné convier les léopards de la RD Congo victorieux devant les crocodiles du Nil du Soudan et qualifiés à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. C'est dimanche 10 septembre à la période présidentielle à l'enceinte de l'Union africaine. Ce 20e ticket africain est un motif de fierté pour le premier citoyen de la République et le plus averti. Quelqu'un a eu l'idée d'aller dénicher l'oiseau rare, Sébastien Desabre, ce coach qui ne cesse vraiment pas de m'étonner et qui, en une année, on va dire, a fait de vous une équipe qui, à mon avis, va encore surprendre. Je suis très fier de vous et au nom de toute la République, du peuple congolais, j'aimerais vraiment vous féliciter. Et il a renchéri en rassurant et les joueurs et les supporters d'une préparation assidue pour la phase finale Côte d'Ivoire 2024 et d'y assister physiquement si les dispositions protocolaires permettent et les résultats aussi. Je disais tout à l'heure au sélectionneur que vous êtes tellement séduisant que j'ai envie aussi de vous voir dans une situation où vous êtes vraiment en difficulté pour voir votre capacité de réaction, de revanche comme ça. Et ça, je suis curieux de le savoir parce que je vois la hargne que vous avez et je crois que si vous êtes apte à remonter comme ça ce que qui était une situation désespérée pour nous, ça veut dire que sur le terrain, même en 90 minutes, en 90 minutes, si vous êtes en difficulté, vous pouvez être piqué à vif et redresser aussi une situation. Vous avez du caractère et ça j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que vraiment je souhaite que cette équipe aille de l'avant. Les acteurs confiants avec en prime une gratitude pour le soutien leur apporté par le président de la République malgré la mauvaise entame donne de la voix. On a fait parce que je n'ai pas joué seul sur le terrain. On a joué avec tous mes coéquipiers et je dis bravo à coach et son staff parce que nous, on a mouillé notre maillot sur le terrain. Ce fut un risque pour lui, mais en professionnel, il a osé et les résultats sont positifs que passionnels. En partant avec 0 points en 2 matchs, donc je me rappelle des premiers discours que j'ai eu avec les garçons, on a toujours dit qu'il fallait faire 3 victoires et 1 nul pour se qualifier en espérant faire de bons résultats pour se donner le dernier match contre le Soudan décisif parce qu'on savait qu'on allait être poussé par tout un pays à domicile, c'est ce qui a été le cas hier.
Donc non, c'est bien. Après, et c'est pas, il faut reconnaître que le mérite revient aux joueurs parce qu'ils se sont investis dans tout ce qu'on leur a demandé de faire. Convié en ce moment d'incertitude, le ministre des Sports, l'homme des défis, a comme au 9e jeu de la francophonie fait la différence. La RDC est en train de revenir, n'est-ce pas, d'abord en phase finale de la CAN. Ça fait énormément plaisir au peuple congolais, comme le président Félix Tshisekedi a rappelé. Ça fait la joie de toute une nation. Et en plus, je crois que la RDC doit être présente quasiment à toutes les CAN. Et c'est pour ça que nous nous engageons dans cette dynamique pour voir comment ne plus rater une seule édition de la CAN. Dieu merci, on a une nouvelle génération de joueurs, on a un coach posé avec un staff équilibré et on a une grande chance d'avoir un président qui aime le sport, qui est attaché au sport et qui particulièrement s'adonne au football. C'est une chance, il faut dire. Vaut mieux le début d'une chose que son commencement. Augustin Matata Ponyo a inauguré samedi 9 septembre dernier la série des dépôts des candidatures à l'élection présidentielle projetée pour le 20 décembre 2023. L'ancien Premier ministre a en effet été le premier à déposer son dossier à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Regardez. En se positionnant pour la magistrature suprême, le sénateur Matata Ponyo a déclaré vouloir mettre son expérience managériale de bonne gouvernance au service de son pays pour, notamment, stabiliser le cadre macroéconomique. Accompagné d'une forte délégation de son parti politique, Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD en sigle, Matata Ponyo a laissé entendre que son geste est une réponse des Congolais qui lui ont demandé de se présenter. Après le dépôt de sa candidature, l'homme de la bonne gouvernance a refusé de faire trop de promesses. Il préfère rassurer l'électorat avec son bilan à la primature où il dit avoir fait beaucoup de choses qui restent dans la mémoire des Congolais. J'ai fait beaucoup de choses qui restent dans la mémoire des Congolais. J'ai stabilisé les cadres macroéconomiques, vous le savez. Le taux d'échange est resté stable pendant près de 7 ans. Aux environs de 900 francs congolais, le dollar américain. Vous le savez, les taux d'échange impactent la vie des Congolais. Les taux d'échange affectent le panier de la ménagère. Les prix sont restés stables pour les denrées alimentaires. Vous le savez très bien. On a payé les salaires régulièrement. C'était payé le 15 de chaque mois. Aujourd'hui, les fonctionnaires ne savent plus à quel sein se vouer. Nous avons construit des écoles, nous avons contribué à la construction des routes, nous avons fait énormément de choses, nous avons combattu le chômage et donc nous avons fait beaucoup de choses. Il a évoqué, entre autres, la construction d'infrastructures routières et scolaires, le paiement régulier des salaires des fonctionnaires le 15 de chaque mois, ainsi que la sécurisation de l'Est du pays. Matata Ponyo a également rappelé avoir été le tout premier à décliner sa volonté d'engager le pays sur la voie du développement durable à travers son programme économique qui ambitionne d'offrir aux Congolais un destin de grandeur. Ce programme avance un coût de 90 milliards de dollars répartis sur 5 ans, soit 18 milliards de dollars annuels de budget, avec un produit intérieur brut pouvant atteindre le niveau de 1000 dollars par habitant. Restons à la CENI où le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a réceptionné symboliquement les clés du bâtiment abritant le siège de l'institution, ayant retrouvé une seconde jeunesse après les travaux du lifting qu'elle a subi depuis le mois de mars par l'entreprise Stylia Design dirigée par Madeleine Moulanga. Yves Maëli. C'est dans la salle de la plénière du 3e étage revêtue de sa plus belle robe que s'est déroulée en présence notamment de 2 vice-présidents de la Commission électorale nationale indépendante, du rapporteur adjoint, du questeur adjoint et quelques cadres de la Commission électorale nationale indépendante avec objectif optimiser le rendement dans une recherche d'efficacité. La vision managériale du président Denis Kadima Kazadi consistait à placer les cadres et agents de la CENI au centre de son action en créant des conditions optimales. Le tout était de mettre
un contenu dans leur hydramdum en vue de redorer l'image de l'institution dans une stratégie de développement. Nous venons de réceptionner les clés que vous venez de nous confier. Nous vous promettons de garder ce bâtiment en bonne mère de famille, parce que vous êtes aussi acteur de la masculinité positive et vous voulez promouvoir les femmes. Voilà pourquoi nous disons les femmes qui sont ici présentes, moi-même, et les hommes, nous vous promettons de garder ce bijou. C'est depuis l'histoire des élections qu'aujourd'hui la CENI est dotée d'un beau bâtiment grâce à votre esprit managérial, les rebranding. Remerciant tous ceux qui ont contribué à cette réalisation, le numéro 1 de la Commission électorale nationale indépendante a invité l'ensemble de ses forces vives à contribuer à la préservation du siège dans un état de propriété et assurer la maintenance de ces bâtiments. Et pour moi, c'est un motif de satisfaction parce que tout ce que moi je cherchais, c'est que, évidemment, avec les collègues, nous nous sommes dit qu'il faut que l'espace du travail soit de qualité. Mais pour être du rang mondial, ce n'est pas que par la maîtrise de votre travail, mais c'est aussi le cadre dans lequel vous évoluez. Quand on est dans un environnement sain, même dans de bonnes conditions de travail, la productivité aussi s'améliore. Je suis persuadé que cela sera le cas. Chers collègues, protégez ce bijou, améliorons-le continuellement. Ayant reçu les clés du bâtiment rénové, le président de la commission électorale, Denis Kadima Kazadi, a transmis à son tour au questeur adjoint en charge de la logistique qui a fait la promesse d'aller dans le sens souhaité, en faire l'usage convenu et prendre le plus grand soin de ses acquis. Et on va prendre un mot de santé dans ce journal. Depuis un certain moment, la République démocratique du Congo subit une résurgence de certaines épidémies. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé en a abordé dans sa communication lors de la 112e réunion du Conseil des ministres. Il est en effet revenu sur quelques alertes au sujet de la situation épidémiologique du pays. On écoute le compte rendu du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Dans le deuxième volet de son intervention, le Premier ministre est revenu sur quelques alertes au sujet de la situation épidémiologique du pays, au regard de la résurgence de certaines épidémies, notamment la poliomyélite repérée aux environs de la rivière Bichakuchaku dans la commune de Barumbo à Kinshasa, de la rougeole dans les provinces du Kwilu et du Kwango. Il a été demandé au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de prendre des dispositions pour cerner les 3 cas évoqués et en faire un état de lieu pour informer le gouvernement, prendre toutes les mesures s'il échait afin de freiner la propagation de ces maladies et prendre en charge tous les malades. Et n'oubliez surtout pas que ces épidémies sont revenues pendant que la RDC fait face à la variole du singe appelée monkeypox. Autre chose à présent, la Convention nationale d'alternative citoyenne a organisé ce 11 septembre 2023 dans la salle de fête Le Baoba, située dans la commune de Kasavubu, sa convention nationale en présence de plusieurs personnalités du pays ainsi que des professionnels des médias. Généros et Sengo étaient sur place pour le compte de BC Télévision. Notre pays, après plus de 60 ans d'existence, nous n'arrivons pas à décoller économiquement, financièrement et même administrativement uniquement parce que nous avons pu faire naître en nous, Congolais, l'esprit d'un homme prédateur. C'est-à-dire, une fois que vous accédez au pouvoir, les personnes qui vous portent à ces postes-là sont les premiers à être oubliés. Comment pouvez-vous imaginer que nous sommes dans un pays aussi grand comme la nôtre, que les systèmes uniquement de fonctionnement je vais prendre uniquement des fonctionnaires de notre pays, il y a plus de 50 000 fonctionnaires qui ne sont pas mécanisés, dont je ne maîtrise pas vraiment des chiffres, des problèmes sur la santé, des problèmes des routes, des problèmes d'aviation. Nous avons fait venir avec notre parti plus de 20 camarades qui viennent de l'intérieur, mais nous avons fait des gymnastiques incroyables.
Comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un qui a Dungu au Touélé, pour qu'il arrive à Kinshasa, doit faire 3 jours. Il quitte Dungu jusqu'à Isiro, il quitte Isiro jusqu'à Goma, il quitte Goma jusqu'à Kinshasa. C'est catastrophique. Il suffit uniquement de voir le mode de fonctionnement, la mode de vue des Congolais, pour que vous puissiez vous rendre compte si réellement nous sommes dans une bonne gouvernance. Vous situez de quel côté? L'opposition ou la majorité? Nous l'avons dit aujourd'hui, et je l'ai cité, que l'alternative citoyenne est derrière les citoyens congolais. Comme a dit le coordinateur de l'alternative pour un Congo nouveau, on est derrière nous-mêmes. Nous préférons nous positionner du côté des citoyens. Voilà pourquoi le parti a adhéré à ce contrat social que Congo Tolingi a complètement proposé. Et nous voulons nous aligner dans cette logique-là pour amener ça jusqu'auprès des institutions et que les peuples congolais, les citoyens congolais se rendent compte réellement que leur voix, leur désirata est prise en compte. En séjour de travail à Goma, fief du Nord Kivu, le directeur général adjoint du FPI, Martin Wedjilowou, a représenté le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, et le directeur général, Bertin Mudimu Tshisekedi, au lancement des activités de la mutuelle financière des femmes africaines qui compte promouvoir l'épargne, faciliter l'accès au crédit et offrir d'autres produits financiers aux femmes à faible revenu. Images et commentaires. Dans un geste significatif en faveur de l'autonomisation économique de femmes au Nord Kivu, le Fonds de promotion de l'industrie FPI a exprimé son plein soutien à la mutuelle financière des femmes africaines, la MUFA. Lors du lancement officiel de ses activités à Goma, Martin Wedjilowou, directeur général adjoint du FPI, qui a représenté le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, et le directeur général Bertin Mudimu, a souligné que le FPI était prêt à offrir son soutien à cette initiative, en particulier en accordant des prêts à des taux avantageux. Ici, nous représentons son Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie et le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie. Soyez assurés que le FPI a une mission de vous accompagner, non pas seulement pour vos besoins individuels, mais il a un souci d'accompagnement du développement social. Ça c'est le gage de notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut promouvoir l'effort. Dans son discours, la présidente du conseil d'administration de la MUFA Goma, Joséphine Saouda, a exprimé sa gratitude pour cet engagement du FPI. Elle a souligné par ailleurs que cet appui était d'une grande importance car l'objectif de la MUFA est de contribuer au bien-être social et économique des femmes, de leurs familles et de leur communauté. De plus, elle a noté que la MUFA s'efforçait de favoriser le développement de la partie est du pays qui a été marquée par des décennies de conflits armés. Il est à noter qu'à Goma, le directeur général adjoint du FPI, Martin Wedjilowou, a également visité certaines usines qui fonctionnent dans cette partie du pays et qui désirent l'accompagnement de cet établissement public de l'État congolais. Martin Wedjilowou a de ce fait rencontré divers promoteurs et a inspecté plusieurs usines dont certaines sont confrontées à des défis de sécurité. Parmi les entreprises évoquées figure l'usine de cigarettes CTC qui est citée comme ayant besoin de financement pour étendre ses activités. De même, l'usine de production d'eau minérale Prémidis, victime de pillage en raison de l'insécurité, devrait bénéficier d'un soutien pour sa relance. Les établissements Banalu désiraient de créer une unité de production de préformes pour les bouteilles d'eau ont également reçu l'attention du directeur général adjoint du FPI. Cette initiative pourrait contribuer à répondre à la demande croissante de préformes dans la région est de la RDC. Le promoteur de Baklinda, quant à lui, souhaite
développer la production de peinture. À en croire Martin Wedilou, le FPI a déjà accordé un financement partiel à cette entreprise et l'évaluation de la faisabilité du projet est en cours avant le déblocage du financement restant pour lancer l'usine. Par ailleurs, avant de boucler sa visite de travail dans l'est du pays, le directeur général adjoint Martin Wedilou a eu une séance d'échange avec le personnel du FPI. Il a exhorté le personnel à accroître la production pour répondre aux besoins croissants de l'industrialisation du pays à travers le FPI. Le directeur général adjoint a partagé sa vision de développement industriel et a souligné l'importance de la sensibilisation à la collecte de la taxe de promotion de l'industrie locale pour financer plusieurs initiatives restées à la demande. Depuis 2008, le 11 septembre a été reconnu Journée mondiale contre le terrorisme par de nombreuses associations comme le Mouvement pour la paix contre le terrorisme, une occasion de renforcer la solidarité envers les victimes et leurs familles et de renforcer également les liens entre les diverses associations d'aide aux personnes touchées par des actes de terrorisme. À cette occasion, la rédaction de BC Télévision a joint au téléphone Carlos Moupili, défenseur des droits humains, qui a éclairé l'opinion sur ce phénomène du terrorisme. On l'écoute. Avant d'abord qu'on aborde la question du terrorisme, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'on entend par le terrorisme. Il y a terrorisme si il y a les actes infractionnels qui poussent les pouvoirs publics ou privés à faire ou à ne pas faire, et cela par l'utilisation de la terreur ou la peur. Alors, c'est qu'il faut qu'on utilise la peur en commettant les crimes, en revendiquant une cause pour dire qu'il y a le terrorisme. Alors, au niveau mondial, cela est caractérisé par une catégorie sociale qui se trouve sous-dominée et qui ne peut recourir à aucune justice, et elle estime qu'en utilisant des moyens criminels ou de terreur, cette catégorie sociale peut faire passer sa revendication. Et c'est là où le terrorisme revêt un caractère idéologique. Alors, au niveau de la RDC, normalement, nous appelons ça du terrorisme, mais il s'agit bel et bien de l'extrémisme violent. Oui, quoique le terrorisme s'apparente à la force négative, c'est vraiment de l'extrémisme. Je vous le disais en titre qu'en dehors de nos frontières, plus précisément au Maroc, les secouristes marocains appuyés par des équipes étrangères menaient lundi une course contre la montre pour retrouver d'éventuels survivants et fournir l'assistance à des centaines de sans-abri plus de 48 heures après le séisme qui a fait plus de 2100 morts. Reportage de nos confrères de France 24. Dans les ruines de leur village, ces habitants recherchent eux-mêmes des voisins. Il n'y a pas de sauveteurs professionnels ou de militaires à leur côté. Mais un engin de chantier leur permet d'évacuer les plus grosses pierres. Ils interviennent avec précaution car ils savent qu'une famille vivait là. Les effets personnels le confirment. Après quelques minutes, ils aperçoivent un corps, inanimé. Un homme. Comme beaucoup de personnes piégées, il n'a pas survécu dans cet amoncellement de gravats lourds où il n'y a presque pas d'oxygène. Amizmiz est très proche de l'épicentre, une vingtaine de kilomètres seulement. D'où les dégâts matériels et les pertes humaines. Les militaires et secouristes atteignent peu à peu ces localités reculées, comme cet autre village. Ici, c'est un nouveau corps sans vie qui est évacué. Plus de 2100 morts pour l'instant. Dans certaines familles, la liste des victimes dépasse l'entendement. L'homme à côté de moi a perdu sa femme, son fils de 2 ans, ainsi que sa mère, son père et sa belle-sœur. Ma sœur, ses filles et son mari sont morts. Que Dieu ait pitié d'eux. Pour l'heure, les exemples de rescapés sortis vivants des décombres sont rares. Les habitants creusent parfois les tombes pour leurs proches, puis procèdent aux enterrements presque à la chaîne, dans une immense détresse.
Nous vivons une crise. Nous demandons que le roi Mohamed VI intervienne et nous envoie de l'aide, car nous vivons une situation traumatisante. Les gens n'ont pas d'électricité, ils n'ont rien à manger ni à boire, pas de pain, rien. À l'image de cet hôpital, submergé par l'afflux de blessés, ou de cette distribution de nourriture, sur laquelle se précipitent des sinistrés visiblement affamés. Le Maroc doit relever d'immenses défis face à ce séisme dévastateur. Voilà, c'était là l'essentiel sur l'actualité de ce lundi. Mais avant de nous dire au revoir, voici l'essentiel à retenir. Après la victoire des léopards de la RDC face aux crocodiles du Nil du Soudan, un dîner leur a été offert par le chef de l'État le dimanche 10 septembre dernier à la cité de l'OUA. Et puis vous avez suivi en dehors de nos frontières que les secouristes marocains appuyés par des équipes étrangères continuent à mener une course contre la montre pour retrouver d'éventuels survivants au séisme qui a fait plus de 2100 morts. Voilà tout pour ce lundi. Madame, monsieur, à vous, merci de nous avoir suivis. Restez branchés et scotchés sur le programme de BC Télévision. Et on se retrouve prochainement et avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.